C'est un des premiers cas justement d'études que j'ai pu faire quand j'ai intégré le staff de l'équipe de France, où le coach était parti sur l'a priori du fait qu'au-delà de 30 secondes de séquence de possession, on avait un risque plus important de perdre le ballon. Et donc du coup, il avait donné une règle qui était de se déposséder du ballon par du jeu au pied au-delà de 30 secondes. Et donc ça, on l'a questionné avec les données. On n'a pas forcément trouvé de seuil qui allait dans ce sens-là, mais on a pu déterminer que dans certaines circonstances, effectivement, on avait un risque de perdre le ballon qui devenait trop important. Et donc du coup, c'est une règle qu'on a vraiment appliquée ensuite à nos joueurs, et ils savent qu'effectivement à partir de telles circonstances, dans telle zone, ils doivent jouer au pied. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Cheradam, data scientist du 15 de France de rugby. Il est data scientist diplômé de l'ENSAI, docteur en biostatistique, et il est au sein de la Fédération française de rugby depuis 2017, membre du département d'accompagnement de la performance. Aujourd'hui, il est data scientist dans le staff du 15 de France depuis 2021. Bonjour Jérémy. Bonjour Marc. Alors Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste la data au sein de la Fédération française de rugby ? Alors la data au sein de la fédération, c'est un scope très large puisque ça peut aller de l'observatoire de nos licenciés, donc essayer de mieux comprendre nos licenciés et quelles sont leurs attentes pour avoir une pratique qui puisse leur correspondre, et du coup ainsi fidéliser plus nos licenciés et en avoir également davantage, et donc par la suite pouvoir avoir justement plus de joueurs de haut niveau. Et donc ça continue au-delà de ça, puisque forcément ce qui m'occupe la plupart de mon temps, ça va surtout être autour de l'optimisation des qualités et de la performance de nos équipes de France. C'est une équipe de combien de personnes, la data la fait faire ? Alors on est 4, dont 2 prestataires, et on travaille également avec une société extérieure qui met à disposition 3 data scientists en plus avec nous. Et alors, ton rôle personnellement donc dans cette équipe, tu nous as dit c'est un peu plus sur l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Donc je suis rattaché en fait au staff du 15 de France depuis l'été 2021, et après j'ai le rôle aussi de coordonner un peu toute cette cellule du coup sur les différents projets, donc que ce soit pour le 15 de France, mais aussi pour toutes nos équipes de France féminines, les équipes de France A7 ou encore les équipes de France jeunes. Et aussi, comme je l'ai dit en introduction, on travaille aussi sur nos licenciés. Super. Alors, quel genre de data vous avez à votre disposition quand vous travaillez pour l'équipe de France ? Alors, il y a beaucoup de données disponibles. Alors, il y a tout ce qui va tourner autour de la donnée tactique, donc qui vont être du codage, notamment vidéo. Donc, que ce soit par nos analystes vidéo qui, eux, vont taguer en fait tous les événements d'un match, donc que ce soit un plaquage, une passe, et surtout les qualifier, déterminer s'ils sont réussis ou manqués. Et au-delà de ça, donc, on a le même type de données avec des fournisseurs de données sportives qui nous permettent d'avoir ce type de données, mais sur l'ensemble de tous les matchs télévisés de la planète. Et aussi avec des données qui peuvent être très intéressantes, des données spatio-temporelles, c'est-à-dire qu'on va savoir en fait à n'importe quel moment du match quel joueur a le ballon, où il est positionné et ce qu'il va faire par la suite. Donc ça, c'est les données tactiques. Et après, la deuxième très grande famille de données qu'on va pouvoir avoir, c'est tout ce qui va tourner autour de la donnée physique. Donc, comme vous pouvez peut-être le savoir, les joueurs ont des capteurs GPS contenus dans les maillots ou dans les brassières d'entraînement qui nous permettent d'avoir toutes les informations de déplacement, d'intensité et même de combat qu'ils vont pouvoir effectuer. Et au-delà de ça, on va avoir plein d'autres mesures, donc forcément des données chronométrées, des données de test, des données de déplacement de barres en salle de musculation, ou encore des marqueurs biologiques ou des questionnaires d'état de forme ou de difficultés perçues d'une séance pour essayer de mieux connaître leur niveau de forme et comment ils ont perçu les différentes séances qu'on leur met en place. Et plus récemment, encore une fois, là, on a de nouvelles technologies qui viennent s'implanter en plus dans nos différents process. Donc l'année dernière, on a eu l'occasion de tester des protège-dents connectés, donc avec une puce dans le protège-dents qui permet d'avoir des informations sur le nombre d'impacts et surtout la qualification de ces impacts. Et plus récemment encore, on utilise maintenant des ballons connectés, donc des ballons qui ont des puces à l'intérieur du ballon et qui permettent d'avoir plein d'informations sur la vitesse de rotation du ballon, la hauteur, etc. D'accord, ça fait beaucoup de données. Comment est-ce que vous faites pour vous y retrouver ? Je dirais, on prend l'exemple simplement de la position des joueurs sur le terrain à chaque instant.
Vous avez des gens qui annotent en interne, vous achetez de la donnée externe et on va dire il y a des données sur les accéléromètres, etc. Exactement. Des joueurs. Ça fait un travail de fusion de données qui est assez, Exactement, qui est assez ouais. gros. Comment est-ce que vous y retrouvez ? Tout à fait. Donc effectivement, il y a beaucoup de tâches et donc du coup beaucoup de personnes qui vont interagir sur ces différentes tâches. Donc on a forcément toutes les personnes qui vont collecter cette donnée, qui va forcément être primordiale pour s'assurer qu'ensuite elle soit de bonne qualité et qu'on puisse en réaliser les analyses qu'on souhaite par la suite. Donc là, ça va être le rôle notamment des analystes vidéo, des sports scientistes aussi, qui sont des personnes de formation STAPS et qui vont avoir des connaissances en sciences du sport pour notamment collecter cette donnée. Et donc après, nous, notre rôle en tant que data scientist, ça va être d'organiser, de leur mettre à disposition des outils pour pouvoir gérer au mieux toute cette donnée et pouvoir justement interagir avec toutes ces différentes sources de données pour ensuite avoir des outils de visualisation et de requêtage qui permettent de l'exploiter au mieux justement. Alors, dans les usages, qu'est-ce que vous en faites de ces données Alors, il y a plein de tâches différentes autour de toutes ces données. Alors, une des premières sur le plan physique, ça va être l'analyse des exigences physiques, donc essayer de comprendre au mieux les besoins qu'entraîne le très haut niveau, donc essayer de caractériser effectivement les matchs de très haut niveau pour pouvoir s'y préparer, avoir des joueurs prêts à ces intensités. Ensuite, au-delà de ça, forcément, suivre leur charge de travail pour essayer d'optimiser leur performance physique pour qu'ils soient prêts au bon moment, et notamment au moment du match. Forcément, de par ce côté-là, c'est aussi limiter leur risque de blessure. Donc ça va dans le même sens. Et après, tout ce qui va être autour de l'observation plus de nos joueurs et du jeu. Donc forcément, une tâche de scouting, de détection des forts potentiels ou des joueurs à sélectionner pour les équipes de France. Et ce qui m'occupe aussi beaucoup, donc l'analyse du jeu, essayer notamment d'analyser que ce soit notre équipe ou surtout l'adversaire pour préparer le prochain match et ensuite avoir un retour forcément sur la performance, qu'elle soit tactique ou physique. D'accord, alors si on prend un exemple, on pourrait commencer par la performance physique. Est-ce qu'on peut prendre un cas concret, par exemple, où la data va permettre justement d'éviter ces blessures ou d'amener à la meilleure performance le jour du match ? Exactement, donc on prend tout un tas de mesures effectivement qui nous permettent de suivre certaines métriques ou des études scientifiques nous ont permis d'avoir certaines indications aussi sur des seuils à essayer de ne pas dépasser. Donc ça, c'est des choses assez concrètes en fait sur lesquelles on va pouvoir essayer de faire attention pour nos joueurs. Donc en essayant de gérer certaines séquences d'entraînement où ils vont être présents ou pas présents pour pas être en surcharge et pas augmenter ce risque de blessure. Il est surtout important aussi de faire le lien entre le travail de club et nous, le travail en sélection, pour qu'effectivement il n'y ait pas de pic trop important d'intensité. Donc voilà, un exemple sur le plan, par exemple, physique. Donc vous allez donner par exemple la recommandation, lever le pied. Exactement. C'est surtout les préparateurs physiques et du coup le sport scientiste qui vont être chargés de tout ça. Mais effectivement, eux vont donner leurs préconisations par rapport aux coachs qui eux vont avoir forcément leurs attendus plus rugby au cours de l'entraînement, mais qui vont du coup moduler certains joueurs qui seront plus adaptés pour essayer de ne pas les surcharger. Ok. Et alors du coup, côté plutôt analyse du jeu, quel genre d'analyse est-ce qu'on peut faire avec la data qui va être utile au coach ? Ouais, je peux avoir un exemple justement très concret. Donc c'est un des premiers cas justement d'études que j'ai pu faire quand j'ai intégré le staff de l'équipe de France, où le coach était parti sur l'a priori du fait que au-delà de 30 secondes de jeu, enfin de 30 secondes de séquence de possession, on avait un risque plus important de perdre le ballon. Et donc du coup forcément de créer un déséquilibre et d'être dans une situation défavorable. Et donc du coup il avait donné une règle qui était de se déposséder du ballon par du jeu au pied au-delà de 30 secondes pour au moins gérer la position sur laquelle on allait rendre le ballon. Et donc ça, on l'a questionné avec les données. Oui. On s'est rendu compte que ce seuil de 30 secondes n'était pas forcément fondé. Donc on a essayé d'optimiser par un autre seuil qui pouvait avoir peut-être plus de sens du point de vue des données. On n'a pas forcément trouvé de seuil qui allait dans ce sens-là. Mais il y a toujours une part de vérité ou du moins de compétence dans l'avis justement du coach qui est un expert du rugby. Et donc du coup, on a essayé de contextualiser plus avec d'autres paramètres ces séquences de possession. Et en fait, on a pu déterminer que dans certaines circonstances, effectivement, on avait un risque de perdre le ballon qui devenait trop important. Et donc, du coup, c'est une règle qu'on a vraiment appliquée ensuite à nos joueurs et où ils savent qu'effectivement, à partir de telles circonstances, dans telle zone, ils doivent jouer au pied puisque, effectivement, sinon, on a un risque trop important de perdre ce ballon. D'accord. Donc certaines situations de jeu et certains temps de possession qui augmenteraient la probabilité d'être dépossédé de la balle. Et donc, du coup, des recommandations de jeu à ce niveau-là. Exactement. Du coup, on va gérer l'endroit où on va se déposséder du ballon pour pouvoir justement être toujours dans une situation un peu de contrôle. Et la réponse des joueurs à ce niveau-là, elle est bonne. Bon, c'est 30 secondes, c'est pas facile d'avoir le chrono en tête. Est-ce que les joueurs répondent bien aux recommandations à ce niveau-là ?
Ouais, franchement, après, on essaie toujours de donner des règles simples, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont faciles à retenir et on ne va pas forcément les surcharger. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part qui est globalement similaire dans notre projet de jeu et après, selon les matchs, on va adapter certaines circonstances et certaines règles. Mais globalement, eux répondent plutôt bien par rapport à ça. Ils savent un peu comment ça a été fait et pourquoi on le fait. Et donc, du coup, ils arrivent à plutôt bien appliquer un peu ces décisions-là. Quels sont les obstacles, les pièges, les difficultés pour utiliser la data dans le cadre... Une des difficultés qu'on va avoir, notamment dans le cadre du coup de sélection, c'est qu'on a assez peu de matchs. Et donc du coup, c'est assez facile au final de tirer des chiffres qui ne sont pas forcément significatifs et qui peuvent juste vouloir confirmer une impression. Donc j'essaie vraiment, d'autant qu'on ne travaille pas forcément avec des experts de la donnée au quotidien, donc on travaille avec des experts notamment surtout du rugby, donc de leur faire prendre conscience un peu de cette notion de significativité et du fait d'avoir un volume suffisant de données pour que les chiffres sur lesquels les chiffres qu'on va sortir vont pouvoir être vraiment des appuis à une prise de décision. Oui, on a envie de voir quelque chose dans les données et donc si on n'a pas beaucoup de points, on va trouver la bonne question pour y répondre favorablement et se conforter dans notre idée, quoi. Ouais, exactement. Ça peut être le risque, effectivement. On arrivera toujours à trouver un chiffre qui peut aller dans le sens auquel on veut donner, mais justement, j'essaie de veiller à ce que, effectivement, les chiffres qu'on va avoir et sur lesquels on va s'appuyer pour prendre des décisions puissent être vraiment fondés et sur lesquels on peut vraiment leur faire confiance. Globalement, comment est accueilli l'usage de la data par le staff et puis par les joueurs ? Alors, pour commencer par le staff, forcément, chaque personne, et notamment chaque coach, a des appétences différentes à la data. Donc, on a un sélectionneur, notamment Fabien Galtier, qui est très moteur sur l'utilisation de la donnée. Après, on essaie de s'adapter aux différentes personnes du staff. Il y en a certains qui vont effectivement en vouloir un peu moins, mais du coup, on va s'adapter pour que ça puisse lui être utile quand même. Et après, de manière plus générale, au sein du staff, on a aussi beaucoup de personnes qui ont quand même un background plutôt scientifique. Donc, qui sont des personnes qui sont assez convaincues déjà de l'utilisation de leurs données, par exemple, pour avoir des retours objectifs sur certaines actions qu'ils peuvent mettre en place. Et après, concernant les joueurs, je pense que c'est pareil, ils savent que c'est un élément parmi tant d'autres qui peut favoriser leur performance. Donc ils ont tendance à y croire aussi. Après, on reste tout à fait conscient que notre utilisation de la data, ça reste au final à la marge par rapport à tout ce que les joueurs vont faire. C'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui décident de l'avenir du match. En top 14, par exemple, ce que vous avez monté pour l'équipe de France, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de staff qui ont mis en place quelque chose d'équivalent ? Non, il y a encore assez peu de vraiment data scientists dans les clubs de top 14. Donc, il y a souvent une confusion en fait qui est faite dans le sport. C'est-à-dire que la personne que je vous citais tout à l'heure, le sport scientist, donc qui est plutôt de formation STAPS avec des connaissances en sciences du sport, va avoir souvent un rôle de s'occuper des données GPS. Et donc, du coup, il y a un raccourci qui se fait où on va dire, il s'occupe de la data et donc, du coup, il est data scientist. Mais il n'y a pas forcément une formation là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment ce besoin. Enfin, il y a forcément ce besoin-là, mais il n'est pas encore complètement complété. Et je pense que plus ça va aller, plus on va avoir à s'étendre un peu vers l'utilisation de la data à plus grande échelle dans les clubs. Alors, à quel point la data définit ou aide à définir le plan de jeu ? Alors concernant le plan de jeu, effectivement, ça en fait partie. C'est-à-dire que forcément, on s'appuie surtout sur notre projet de jeu, ce qu'on applique depuis un certain nombre de matchs, fait notamment sur des analyses vidéo et l'expertise des coachs. C'est la première chose. Ensuite, on va s'adapter forcément à notre adversaire. Donc selon des choses qu'on va pouvoir identifier de par encore une fois la vidéo ou aussi par la donnée, on va pouvoir justement identifier certains KPI avec la data. Et la data va aussi permettre par certaines méthodes de définir en fait des objectifs à réaliser sur ces différents KPI. Donc il va nous permettre de déterminer à partir de quand effectivement on a plus de chances d'avoir une bonne performance. Donc la data sert vraiment justement à définir ces objectifs-là. Est-ce qu'on peut prendre un exemple de KPI et de seuil, par exemple ? Un des exemples sur l'utilisation des KPI, c'était effectivement de déterminer, par exemple, sur le nombre de fautes. On a déterminé qu'à partir au-delà de 4 fautes, on avait une probabilité de victoire qui diminuait assez fortement. Et donc, du coup, on a réussi à trouver ce seuil-là par certaines méthodes qui nous permettent justement de définir de manière objective avec les données ces différents seuils. Et pour le recrutement, est-ce que c'est quelque chose qui est utile, la data, par exemple ? On va dire le recrutement sur le long terme, voilà, les joueurs qui sortent des espoirs et compagnie, et puis même la sélection du prochain match, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé, la data, pour faire ses choix ? Alors, la donnée, elle est disponible, c'est-à-dire qu'on la met à disposition des coachs ou des personnes, effectivement, sur la détection des jeunes à potentiel. On analyse beaucoup de données, il y a beaucoup de choses qui sont faites par nos analystes vidéo. Donc, cette donnée est disponible. Après, elle n'est pas forcément utilisée de façon quotidienne. C'est surtout l'expertise des coachs qui va déterminer cette sélection, mais des fois, on va s'appuyer sur la data quand même pour pouvoir comparer certains joueurs sur des critères précis. Les coachs savent qu'ils ont à disposition ces données-là. Après, eux décident s'ils veulent l'utiliser ou non. Dans le cadre d'un match en particulier,
Donc là, on approche du tournoi destination, par exemple. À quel point est-ce que vous allez cruncher la data spécifique à un adversaire avant chaque match ? Qu'est-ce que vous faites de spécifique à chaque adversaire ? Forcément, il y a beaucoup de travail en préparation de nos prochains matchs, donc depuis quelques mois maintenant. En fait, toutes les données vont être recodées, tous les matchs vont être recodés par nos analystes vidéo, qui vont définir aussi des actions en lien avec notre projet de jeu, donc qui nécessitent une vraie expertise de leur part pour ensuite pouvoir analyser avec la donnée la performance de ces équipes et leur façon de jouer, essayer d'identifier leurs points forts et leurs points faibles. Au-delà de ça, une fois qu'on a réalisé nos rapports un peu qu'on peut faire de manière hebdomadaire, en fait, qui sont assez identiques d'un adversaire à l'autre, on va toujours avoir au cours de la semaine une analyse plus poussée, puisqu'au final, on a un travail un peu d'artisan. On va essayer de continuer à chercher, des fois de très longues heures de travail sans forcément de résultats, mais continuer à chercher des petits indicateurs qui peuvent nous aider à essayer d'accompagner les joueurs pour gagner le match. Et après, même en live, on va aussi collecter des informations, donc avec un certain petit délai, on va avoir les données qui vont s'agrémenter, sur lesquelles on pourra éventuellement appuyer certaines décisions. En live, ça va être quoi, par exemple ? Ça va être aujourd'hui, ils sont pas bons au pied, aujourd'hui, ils sont pas bons en touche ? Ouais, ça peut être des choses comme ça, sur des côtés individuels. On a des stats individuelles, des stats collectives, mais on a surtout des stats qui vont être en lien avec notre projet de jeu, sur certaines combinaisons qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont réellement appliquer ce qu'on s'attendait ce qu'ils fassent. Après, aujourd'hui, au final, c'est quand même assez peu utilisé, puisque c'est assez difficile. Au final, on n'a pas toujours le regard suffisant pour avoir des choses significatives vraiment sur le match qui nous permettent de prendre des décisions en deuxième mi-temps, d'autant que les joueurs vont changer, etc. Donc c'est assez peu utilisé, mais il y a plein d'indicateurs du moins qui peuvent servir en termes d'appui et de prise de décision. Donc notamment, je vais avoir par rapport aux différents KPI qu'on a pu lister au cours de la semaine, à n'importe quel moment, je vais savoir comment on se situe par rapport au moment du match sur ces différents KPI, et donc pourquoi pas éventuellement faire un retour aux joueurs à la mi-temps. Et sur l'équipe en général, le style de jeu, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret pareil de qu'est-ce qui caractérise une équipe plutôt qu'une autre, un style de jeu plutôt qu'un autre ? Quel est le retour que vous pouvez faire au staff ? Exactement, donc il y a plein d'indicateurs qu'on va regarder, ça va être le nombre de jeux au pied, le nombre de passes que chaque joueur va faire entre deux rugs, donc entre deux regroupements de joueurs, et notamment surtout les différentes combinaisons. C'est vrai que le rugby, ça peut paraître assez chaotique comme ça quand on le regarde uniquement de manière un peu débutante, on va dire, à la télé, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont structurées, donc les différentes combinaisons de passes, nous, on va leur donner un nom, et donc du coup, essayer de caractériser comment les équipes vont jouer plus ou moins sur certaines combinaisons que d'autres équipes, ça va nous permettre de mieux décrire un peu leur façon de jouer et de se préparer au prochain match. D'accord, donc vous regardez un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire, et alors entre, je dirais, un premier temps de jeu et un 15e temps de jeu, est-ce que vous arrivez encore à avoir suffisamment de données, suffisamment d'analyses pour donner des recommandations encore au 15e temps de jeu ? Alors forcément, tout ce qui est sur les premiers temps de jeu, c'est beaucoup plus programmé, donc effectivement, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à décrire. Plus on va avancer dans le jeu, plus effectivement, ce sera plus complexe, mais il y a toujours des phases indirectement au cours même d'une même séquence où on va retrouver en fait le début d'un nouveau circuit, comme on va appeler, et donc du coup, une nouvelle combinaison qui va se mettre en place, et là, on aura évalué effectivement ce qu'ils font, et surtout ce qu'ils font qui fonctionne bien, et au contraire, ce qui fonctionne moins bien, et surtout ce que leur adversaire fait contre eux, qui va bien fonctionner ou moins bien fonctionner. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des indications avec la data. Après, au-delà de ça, on va surtout ajouter à chaque fois de la vidéo pour essayer de comprendre ce qui a pu faire la différence ou non sur certaines séquences et avoir des choses plus fines qui ne sont pas forcément réellement mesurées par la data. Et donc sur la vidéo, vous avez les coordonnées XY de chaque joueur. Vous êtes capable de dire là où il y a un espace de tant de mètres. Exactement. D'accord. Quelle est la longueur de passe sur tel type de cellule pour savoir ensuite, selon leur longueur de passe, là où nous, on va positionner nos joueurs par rapport à ça. Donc on essaie de toujours essayer d'anticiper, après toujours en donnant des règles quand même simples pour les joueurs pour qu'ils puissent retenir forcément tout ça, mais au moins il y a plein de choses qui sont un peu prévues. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est au-delà de tout ce qu'on va anticiper, quelle place on va donner aussi à l'intelligence du jeu des joueurs, l'intelligence collective qu'ils vont pouvoir avoir, c'est-à-dire des fois il va falloir qu'ils sortent du projet de jeu, puisque l'important ça va être le jeu au final. S'il y a un espace qui s'ouvre, même si on avait prévu de faire autre chose, il va falloir aller dans l'espace. Et donc du coup c'est ça, c'est à la fois faire la part des choses entre ce qui est programmé et ce qui est prévu, et surtout ce que le rugby nous amène à faire. Oui, finalement, c'est quand même beaucoup d'analyse de ce qui est mal fait, plus que d'analyse de ce qui est bien fait, non, dans ce que j'ai l'impression d'entendre.
Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que forcément, on va toujours avoir tendance à chercher les points faibles de l'adversaire, c'est toujours ce qu'on va essayer de voir, mais on se pose aussi forcément des questions sur leurs points forts, leurs forces, et donc du coup, pour savoir justement peut-être certaines choses qu'on fait habituellement, contre eux, ça va être difficile à mettre en place, et donc du coup, on pourra trouver une alternative. Donc on essaie toujours d'avoir un regard le plus objectif possible sur ce qu'ils ont pu mettre en place par le passé. D'accord, donc entre 2 matchs du tournoi Destination, vous regardez un peu comment l'adversaire suivant a joué son match précédent, peut-être aussi un peu comment l'équipe de France a joué pour donner des recommandations. C'est ça, c'est un peu le planning. C'est exactement ça. Là, on a déjà pu préparer un certain nombre de choses par rapport au match passé, mais forcément, les matchs vont s'accumuler. Pendant qu'on va jouer, les autres équipes vont également jouer. Donc, on va continuer d'agrémenter un peu nos analyses des prochains matchs à venir, tout en ayant effectivement un retour sur notre propre performance et essayer de voir effectivement ce qui a pu aller ou pas au cours de nos matchs. Mais au-delà de ce que nous, on va faire, forcément, les adversaires vont essayer de s'adapter aussi et vont faire la même chose de leur côté. Donc, c'est ce qui donne le caractère intéressant à tout ça. Est-ce que vous avez un pic de nombre de prestataires à disposition sur ces périodes-là par rapport au reste de l'année, entre les matchs de Destination, les matchs de Coupe du Monde qui arrivent bientôt ? Alors, on n'a pas forcément beaucoup plus. Là, on va effectivement avoir un stagiaire en plus sur cette période-là, mais c'est pas forcément sur des sujets urgents. On a la chance en sélection quand même d'avoir des périodes vraiment qui sont très intenses, effectivement, avec ces matchs de l'équipe de France où du coup on est tout le temps sur le pont à travailler, d'autres périodes où on a un peu plus de temps et donc du coup là où on développe et on prend de l'avance pour justement pouvoir être effectif sur les périodes importantes. Mais on n'a pas forcément de besoin de ressources humaines en plus. Alors au rugby, comme dans beaucoup d'autres sports, il y a un arbitre qui est humain et qui du coup réagit différemment d'une personne à l'autre. Est-ce que vous vous intéressez à lui en termes de data, en particulier quand vous préparez un match arbitré par tel arbitre? Est-ce que vous vous intéressez à son style d'arbitrage? Exactement. Donc pour certaines équipes, on a aussi développé des fiches d'arbitre en fait où on sait en fait ce qu'il a tendance à sur ou sous-siffler par rapport aux autres arbitres, donc qui nous permettent de donner des points d'attention un peu particuliers. Il y a également des visios qui sont organisées avec les arbitres, qui permettent aussi de discuter sur des choses aussi qu'on a pu voir. Et donc du coup, ça nous donne tout un tas en gros d'indications pour préparer le prochain match et surtout des points d'attention pour les joueurs où on sait que certains peuvent être plus attentifs à certaines règles plus qu'à d'autres. Quel avantage compétitif donne la data aujourd'hui à une équipe qui l'utilise ? Elle permet, dans le cadre effectivement de cette analyse du jeu notamment, de mieux décrire l'adversaire. C'est-à-dire qu'on connaît tout sur ce qu'ils ont pu faire au préalable, sur les matchs passés. Donc ça nous permet de nous préparer au mieux par rapport à ce qui a été fait. Après, sur l'analyse de nos joueurs, et notamment par exemple de leurs exigences physiques, ça permet vraiment d'essayer d'optimiser au plus possible leur qualité. Et sur les autres équipes nationales, grandes équipes nationales de rugby, est-ce que tu as une idée de quel est leur staffing, quelles sont leurs méthodes ? C'est assez difficile parce qu'au final, comme c'est nos concurrents, c'est assez flou d'en savoir plus sur effectivement leur staff à ce niveau-là. Je pense qu'on avait beaucoup de retard encore il y a quelques années par rapport à ça, notamment par rapport aux cultures anglo-saxonnes qui sont toujours assez en avance sur l'utilisation des données. Je pense qu'on a probablement rattrapé notre retard vis-à-vis de ça, mais on sait qu'il y a aussi d'autres équipes qui se structurent en termes de data. Après, pour savoir leur utilisation précise de cette donnée, on n'a pas vraiment plus d'informations. Quelle est ta plus grande déconvenue avec la data ou qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait autrement aujourd'hui ? Je pense que ce qu'on aurait pu faire différemment, c'est notamment au travers de toutes nos équipes de France. On a voulu proposer des solutions qui pouvaient correspondre un peu à toutes, des solutions un peu globales, mais le risque de faire quelque chose de trop global, c'est qu'au final, ça correspond à personne. Et donc, du coup, quand tu dis toutes les équipes de France, c'est hommes, femmes, espoirs. Exactement, hommes, femmes, les équipes de France jeunes, donc moins de 20, moins de 18, moins de 19. On a aussi nos équipes de France A7, qui sont des équipes de France olympiques, donc forcément avec une pratique différente. Et donc, du coup, on est beaucoup plus aujourd'hui dans la personnalisation des besoins à chaque staff. Donc forcément, chacun a des appétences différentes, une vision du rugby aussi différente et aussi des contraintes différentes. Certains vont avoir un seul analyste, d'autres vont en avoir 3 ou 4. Donc forcément, ils vont avoir une approche différente autour de la donnée. Et donc aujourd'hui, on essaie vraiment de personnaliser au plus possible les besoins de notre cellule en fait de data pour essayer de les accompagner chacun dans leur projet de performance. Si tu dois recruter un autre data scientist dans l'équipe, qu'est-ce que tu attendrais pour rejoindre l'équipe de France de rugby ?
On est déjà une bonne quantité par rapport notamment à ce qu'il peut y avoir dans les autres équipes. Mais effectivement, nous, ce qui est important en tant que data scientist, c'est vraiment de savoir être adaptable. Parce qu'au final, le sport de très haut niveau, c'est vraiment de l'adaptation. Et donc, du coup, il faut pouvoir s'adapter aux différentes contraintes qu'on va avoir, que ce soit par rapport aux différentes personnes avec lesquelles on va travailler, par rapport aux horaires aussi, qui peuvent être aussi très diverses et variées, et une grosse quantité de travail qui est aussi nécessaire par rapport à ça. Et après, plus ça va, plus on acquiert de l'expérience, on se rend compte un peu des différentes aussi compétences qu'on va mettre en place aussi sur le terrain qui vont pouvoir leur être réellement utiles. Et donc du coup, c'est vraiment pouvoir s'adapter à cet environnement qui est quand même un environnement assez particulier. Le data scientist, il voyage avec l'équipe ? Alors, pour mon cas, effectivement, c'est le cas avec l'équipe de France, avec le 15 de France, où du coup, je fais les déplacements avec eux et je peux permettre de répondre aux questions notamment des coachs à n'importe quel moment, que ce soit effectivement pendant les entraînements, que ce soit après un match. Donc après un match, forcément, des fois on travaille à 3h du matin, un samedi, donc il faut pouvoir être opérationnel, et d'où l'importance aussi d'avoir des outils qui soient flexibles, sur lesquels on n'est pas forcément dépendant de sociétés extérieures, où justement, ces moments-là, ils vont pas être disponibles. Donc justement, le fait d'être comme ça au quotidien avec l'équipe, ça permet une grosse flexibilité, et du coup, vraiment aucune limite dans les besoins, les analyses qu'on va pouvoir réaliser. Alors, il y a certains sports qui sont très data-driven depuis longtemps. Hein. On pense au film Moneyball sur le baseball. Est-ce qu'il y a des sports qui s'y prêtent plus que d'autres, selon toi ? Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a certains sports, notamment les sports chronométrés, où la part d'incertitude est peut-être moins importante. On contrôle plus de choses, et donc du coup, l'utilisation de cette donnée, elle peut être peut-être plus simplifiée. Après, il y a certains sports comme le football américain, où c'est beaucoup de phases arrêtées, et donc du coup, beaucoup plus de choses, encore une fois, qui soient plus prévisibles. De manière générale, de toute façon, les sports américains, de par leur culture aussi, utilisent énormément la donnée. Après, nous, comme par exemple le football, on est sur des sports un peu plus chaotiques, et donc du coup, c'est plus difficile au final de prévoir tout ce qui va se passer. On utilise la data forcément pour essayer de réduire cette part d'incertitude, mais il y a toujours des difficultés qu'on va pouvoir avoir. Après, le football se développe beaucoup, notamment grâce au vidéo tracking. Donc en fait, eux, ils ont la position de chaque joueur à n'importe quel moment du match. Ça, c'est des choses que nous, on n'a pas encore à disposition, et sur lesquelles, du coup, on est encore aujourd'hui limité dans notre utilisation de la data. Vous n'avez pas la position de chaque joueur à chaque moment du match ? Vous l'avez à quelle fréquence ? Non, nous en fait, on a deux sources de données. Donc par rapport à ça, on a nos données GPS, donc qui nous permettent effectivement d'avoir la position de nos joueurs. Ouais. Ensuite, on a des données event que j'ai décrit un peu précédemment, où en fait c'est le joueur qui est en possession du ballon. On sait tout ce qui se passe, que ce soit nous ou l'adversaire. Par contre, on n'a pas les positions de tous nos adversaires. Là, on n'a pas de moyens. Là, ça passe uniquement par de la vidéo, par de la reconnaissance d'images via la vidéo. Et donc aujourd'hui, assez récemment, c'est disponible dans le football. Nous, dans le rugby, il y a eu des tests, il y a eu des choses de fait, mais en fait, c'est assez difficile parce que les algorithmes en fait perdent l'identification des joueurs à chaque phase de regroupement. Et dans le rugby, il y a énormément de phases de regroupement, et donc du coup, ça nécessite un très gros recodage manuel qui, au final, du coup, est pas mis en place notamment par les fournisseurs de données. D'accord. Les fournisseurs de données, un peu comme Opta dans le football, sont capables de donner cette position, mais dans le rugby, ils ne sont pas encore C'est exactement ça. En fait, ici, ils nous l'avaient fait pour quelques matchs il y a un petit moment déjà, mais en fait, c'est tellement coûteux en termes de ressources humaines, et au final, les clubs sont assez peu staffés, encore une fois, pour traiter toute cette information-là et vraiment en tirer une plus-value. Donc pour eux, c'est pas encore rentable à ce niveau-là aujourd'hui. La data, c'est quelque chose qui est en progression dans les sports et dans le rugby en particulier. Donc, a priori, on ne va pas s'arrêter là où on est aujourd'hui. Jusqu'où ça ira, à ton avis ? Ouais, c'est assez complexe de toujours essayer de prévoir ce qui va se passer à l'avenir, mais je pense qu'effectivement, il y a certainement des choses qui vont se développer, notamment pour connaître de mieux en mieux en temps réel l'état de forme de nos joueurs, essayer d'améliorer aussi la prévention des blessures. Donc il y a certainement plein de capteurs, on peut le voir notamment maintenant avec les protège-dents connectés. Enfin, il y a plein d'informations et de mesures qui sont recueillies en live sur les joueurs, et donc je pense que là-dessus, ça pourrait être une part d'information intéressante. Après, sur ce que j'évoquais exactement juste avant aussi, sur le vidéo tracking, je pense qu'on arrivera aussi à lier certains freins qu'on peut avoir aujourd'hui et qui permettront justement d'exploiter ce type de données. Nous, on travaille notamment avec le CEA, le Commissariat de l'énergie atomique, pour essayer de développer notre propre méthodologie vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est aussi une source potentielle d'analyse future qui pourront être très intéressantes. Oui, j'ai l'impression que dans tous les usages que tu nous donnes, il y en a une partie finalement qui pourrait être standardisée, presque productisée et donnée à toutes les équipes de rugby, sur la prévention des blessures, ce genre de choses. Finalement, il y a peut-être une partie des analyses que vous faites qui sont très spécifiques
aux joueurs que vous avez, au staff, au style de jeu, etc. et que vous devez refaire à chaque fois. Et puis peut-être qu'il y a des analyses qui pourraient être packagées et être vendues à un moment donné à plein d'équipes sous forme d'un logiciel. Exactement, donc ça dépend des problématiques qu'on va avoir, mais notamment par exemple pour les blessures, ça c'est une tâche assez importante puisqu'on a pu voir notamment au cours de ma thèse qu'à l'échelle d'un club, c'est toujours difficile en fait d'avoir suffisamment de données pour tirer des conclusions qui puissent être généralisables et vraiment utilisables pour tous les clubs. Et donc c'est là où il y a des opportunités là-dessus, notamment de par un observatoire médical du rugby. Aujourd'hui, on a levé une limite qui pouvait être présente auparavant, c'est qu'aujourd'hui tous les clubs de top 14 et toutes les équipes de France ont la même solution GPS, ce qui permet de faciliter le partage de données et du coup qui pourrait potentiellement permettre des analyses sur l'ensemble de ces clubs et cette fois-ci donner des vraies indications notamment pour comprendre mieux la relation entre charge de travail et risque de blessure pour pouvoir essayer justement de sortir des analyses intéressantes et donner des vraies préconisations qui peuvent être disponibles à l'ensemble des clubs. Après, pour d'autres analyses plus sur le jeu, effectivement, il y a certaines choses qui pourraient être améliorées. Après, ça reste toujours un travail d'expert et c'est toujours assez complexe de donner des règles uniques pour chaque match. Bien sûr. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur ton travail de data scientist dans l'équipe de France ? Ouais, je peux avoir une anecdote, effectivement, dans les précédents matchs, là, les derniers qu'on a pu faire, notamment par exemple le match de l'Australie. Donc en fait, comme tous les matchs, on essaie de prévoir tout ce qui va se passer, notamment par rapport aux données qu'on a pu avoir antérieures. Et donc par exemple, sur l'Australie, on avait déterminé qu'ils allaient très peu jouer au pied, parce qu'effectivement, ça ne faisait pas partie de leur style de jeu. Et en fait, c'est ce qui fait aussi le charme au final de ces analyses-là, c'est que ça a été complètement l'inverse. Ils ont décidé justement de changer leur stratégie là-dessus, et ils n'avaient pas tapé au pied autant que ce match-là depuis plus de 8 ans. Donc depuis 2014, ils n'avaient pas fait autant de jeux au pied. Donc ça montre bien l'intérêt. On essaie de prévoir plein de choses, mais au final, on est sur de l'humain. Il y a toujours une part d'incertitude qui fait qu'on ne peut pas forcément tout anticiper, quoi. Et est-ce que tu aurais une opinion à nous partager sur la data science dans le rugby ? Et justement, ça peut rejoindre un peu ça, c'est qu'effectivement, de toute façon, il y a toujours un caractère aléatoire sur ce qu'on va réellement observer. Déjà, de par la forme du ballon, on a un ballon qui est ovale et donc du coup, les rebonds sont incertains, donc ce qui caractérise complètement cet aléatoire-là. Et puis de toute façon, on est sur de l'humain, donc que ce soit par rapport à nos joueurs ou par rapport aux joueurs adverses, par rapport à la stratégie que les adversaires vont adapter par rapport à nous, forcément, il y a des choses qu'on ne pourra pas vraiment anticiper. Donc en gros, la data va aider à mieux décrire, à réduire une part d'incertitude, mais il y a toujours aussi le côté émotionnel et le côté incertain du sport qui va faire que on n'aura pas forcément tout ce qu'on va anticiper ne sera pas forcément prédit. Il y a une citation que j'aime bien citer aussi de George Box qui dit comme ça qu'effectivement tous les modèles sont faux, mais parfois certains sont utiles. Et c'est vrai que c'est exactement dans notre cadre du sport ce qui arrive. Sur l'humain, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, une équipe, c'est pas la somme des joueurs, et donc il y a cette notion d'alchimie entre peut-être certains joueurs, et puis peut-être dans un tout, toute l'équipe. Est-ce que la data est capable, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites, de regarder, par exemple, si deux joueurs ensemble ont été plutôt performants? On peut penser à la charnière, par exemple, dans le rugby, qui a un rôle assez lié entre deux joueurs, mais d'une façon générale, est-ce que ces relations entre joueurs, c'est quelque chose qui fait partie de vos analyses? Ouais, complètement. Alors ça, c'est des choses qu'on a mis en place maintenant depuis 2-3 ans, où on s'en sert vraiment véritablement. Donc nous, on a nommé ça l'expérience collective. Donc c'est suite à de travaux scientifiques qu'avaient pu mener des chercheurs, notamment de l'INSEP, où on a repris un peu ces analyses-là. On a vu effectivement qu'il y avait une relation entre cette expérience partagée, le nombre de matchs que chaque joueur avait joué ensemble, notamment en sélection, et le niveau de performance, notamment de victoire de l'équipe. Donc ça, c'est des choses qu'on suit vraiment, puisqu'on s'est rendu compte aussi que même, que ce soit en club ou sur les compétitions internationales, les équipes qui surperformaient avaient un niveau d'expérience collective plus important. Donc du coup, on suit cet indicateur-là pour nos matchs, que ce soit pour nos titulaires, pour également les joueurs qui vont finir dans le match. Donc on essaie vraiment d'avoir cet indicateur qui nous suit sans pour autant que ce soit forcément un critère de prise de décision, de sélection de joueurs, mais du moins c'est quelque chose qu'on regarde. Tu cites beaucoup d'études précédentes à chaque fois que tu nous parles de travaux. C'est une démarche habituelle, être en permanence en veille sur la recherche et essayer de réimplémenter un peu ce qu'on lit dans les papiers. Exactement. Bon, je pense que du coup, c'est de par aussi ma formation du coup maintenant de chercheur où j'ai cette habitude de m'appuyer sur des faits objectifs pour ensuite essayer d'en tirer des conclusions. Mais on essaie toujours effectivement de s'appuyer sur des choses qui ont déjà pu être observées ou encore une fois sur les données pour donner des orientations. Mais après, ce qui est bien différent au final entre un travail de thèse et un travail au quotidien avec une équipe, c'est que la démarche forcément, elle est hyper importante dans les deux cas. Mais on va me faire confiance forcément pour le staff pour avoir la meilleure démarche pour trouver les conclusions. Par contre, le résultat,
data, autant sur le travail de thèse, le deuxième chiffre après la virgule, il va être hyper important, autant dans un staff, au final, c'est le message qui va passer derrière qui va être important. Donc, c'est-à-dire que si on trouve un résultat et que le résultat, il peut être éventuellement amplifié, l'important, c'est surtout le message que les joueurs vont percevoir. Et donc, du coup, c'est comme ça aussi qu'on utilise la donnée, où on essaie aussi de convaincre des fois les joueurs de certaines choses qu'on a pu observer quand même de manière objective. Les joueurs, donc j'ai bien compris qu'ils avaient intégré l'utilité que pouvait apporter la data et en particulier toutes les informations que ça pouvait leur donner pour le jeu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un risque que vous soyez vu comme l'œil de Moscou, l'équipe des data scientists, vu toutes les données que vous donnez au staff finalement ? Pas forcément, parce qu'en fait, on travaille beaucoup, notamment sur les données physiques, pour optimiser leur performance et optimiser leur qualité. Donc, ils voient vraiment, en fait, l'intérêt qu'ils ont quand ils voient aussi que leurs qualités physiques ont tendance à progresser. Donc, ils voient cet intérêt aussi de mesurer pour optimiser. Après, sur tout ce qui est plus du jeu et du rugby, on a des coachs qui sont dans une démarche, en fait, de plus renforcer les joueurs sur leurs points forts plus que sur leurs points faibles. S'ils sont sélectionnés avec nous pour l'équipe de France, c'est qu'ils ont des points forts et c'est pour ces points forts qu'on les sélectionne. Donc, on essaie toujours de les mettre un peu en situation de confiance. On travaille aussi beaucoup avec des préparateurs mentaux pour justement essayer d'objectiver au mieux leur performance et essayer de les accompagner, mais de manière toujours assez positive. Est-ce que tu as un conseil pour tous ceux qui voudraient utiliser la data dans le sport, à haut niveau et à la limite aussi à bas niveau ? Il y a plein de choses à faire pour utiliser la data. Bon, déjà, effectivement, avoir des personnes compétentes avec des formations plus data, ça peut aider effectivement à avoir des choses plus pertinentes. Mais après, il faut avoir conscience de tous les champs possibles qui peuvent être justement envisageables de cette utilisation de la donnée, que ce soit sur les données physiques comme j'ai pu l'évoquer, sur le jeu, sur le risque de blessure. Donc, il y a plein de choses potentielles qui peuvent être à utiliser autour de la data et sans pour autant que ce soit toujours, que tout soit régi par la data. Encore une fois, ça reste de l'aide à la décision et c'est comme ça que nous, on essaie de le voir. Et voilà. Tu nous as parlé un peu de cette dualité sport scientist, data scientist. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les compétences de chacun par rapport à l'autre et comment bien fonctionner ensemble ? Exactement. En fait, c'est juste deux métiers qui vont être hyper complémentaires. C'est-à-dire que le sport scientist va mieux connaître les problématiques terrain, donc tout ce qui va être autour de la biologie, des choses comme ça qui vont permettre d'optimiser les qualités, de l'impact notamment d'une séance de musculation sur les qualités physiques d'un joueur. Plein de choses comme ça que le data scientist, lui, n'aura pas forcément eu l'occasion de voir pendant ses études. Et le data scientist, lui, va l'accompagner justement dans la création, dans la gestion de ces données, dans le développement des outils de visualisation ou des statistiques surtout qu'il va pouvoir mettre en place pour objectiver les différentes analyses. Donc encore une fois, que ce soit le sport scientist, le coach, l'analyste, le data scientist, en fait tout ça est hyper complémentaire et c'est cette justement fusion un peu toutes ces compétences-là qui peuvent donner des choses intéressantes. Alors quelle est la suite ? Est-ce que vous voulez aller plus loin dans l'équipe de France ? Quels sont les projets futurs ? Alors des projets, il y en a toujours plein. Pour ce qui est de l'équipe de France, je vais essayer de continuer à analyser au mieux un peu les prochains adversaires en essayant de prévoir différents scénarios, puisqu'on voit qu'effectivement les équipes s'adaptent de plus en plus à notre style de jeu et donc du coup ce qu'on prévoit est de moins en moins vrai. Donc on va essayer d'étudier de plus en plus ce qui peut réellement passer en étant plus flexible dans nos analyses. Après on a plein d'autres sujets, que ce soit sur la détection des joueurs, essayer d'identifier notamment ce qui fait que les joueurs vont avoir tendance à réussir et à atteindre le très haut niveau. Et encore ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure sur les blessures, essayer de rassembler un peu toutes les données qui sont aujourd'hui présentes pour pouvoir mener des études scientifiques pour essayer de réduire le risque de blessure. D'accord, merci beaucoup Jérémy. Merci Marc. Vous venez d'entendre Jérémy Cheradam, data scientist du 15 de France, dans Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Valentin Geffrier, data scientist chez Spotify, pour nous parler de data et de musique. À très vite.